va parler d'intrapreneuriat et d'excubation, plutôt dans cet ordre-là. Essayer de contextualiser, de savoir ce que c'est que l'intrapreneuriat, en quoi c'est une solution et à quoi c'est une solution. Et puis amener un peu toutes les démarches d'excubation, parce que c'est pas forcément un mot qu'on entend souvent. On entend souvent parler d'incubation, mais excubation, c'est pas des choses qu'on voit souvent. Et donc je vais peut-être vous laisser vous présenter, alors dans l'ordre peut-être en commençant le plus proche de moi, et puis en suivant la table ronde, et puis expliquer un peu le lien entre vous, puisque si vous êtes tous les trois réunis ici, c'est pas pour rien, c'est que vous travaillez ensemble quand même pas mal de fois. Donc bonjour à tous, donc je suis Philippe Vessac, je suis responsable innovation chez Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Aujourd'hui dans l'équipe de la cellule innovation qu'on appelle le G-Lab, nous sommes 21, je compte 4 startups depuis la semaine dernière. Une nouvelle startup a été créée, c'est-à-dire avec un cabis. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Thomas Randolph, cofondateur de la société Fredo et ex-intrapreneur dans la cellule innovation de Philippe. Et bonjour à tous, Bertrand Caron, moi je suis le cofondateur de Polypousse et voilà, nous accompagnons des sociétés innovantes, start-up, scale-up, mais aussi grandes entreprises à accélérer dans leur structuration et accélération commerciale. Excellent, merci messieurs. Alors, donc pour embrayer sur notre premier sujet, je vais peut-être te passer la parole Philippe. C'est quoi l'intrapreneuriat ? Pourquoi on en entend beaucoup parler ? C'est vrai que c'est un mot qui est un peu employé à toutes les sauces. Ça comprend quoi et qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait de l'intrapreneuriat ? Alors, donc je suis responsable d'innovation, mais aussi professeur de méthode et de principes d'innovation. J'interviens dans le groupe Groupama, j'interviens dans différentes écoles de la région. En fait, innover dans une grande entreprise, c'est pas si simple. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle innover. Si c'est de faire un site web, et si on appelle un site web ou une plateforme une innovation, oui, effectivement, tout le monde innove. Mais innover, donc créer un nouveau produit, un nouveau service, quelque chose qui sera rentable peut-être dans 2 ou 3 ans, eh ben, c'est assez compliqué, je détaillerai ça tout à l'heure. Et pour faire ça, il faut absolument avoir un programme d'intrapreneur, et je l'expliquerai tout à l'heure, c'est-à-dire être capable d'aller jusqu'à la création de start-up, dont on appelle ça de spin-off, dans lequel nous, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, on va avoir un pourcentage de capital de ces entreprises. Super, merci, c'est très clair. Tu peux peut-être compléter, Bertrand, un peu sur l'intrapreneuriat et à quel point c'est compliqué d'innover quand on est une grande entreprise ? Alors, nous, on n'est pas une grande entreprise, mais on en côtoie. C'est vrai qu'on accompagne beaucoup de plus jeunes entreprises, de start-up. Et, voilà, et puis, de part aussi notre passé au niveau des fondateurs, on a eu la chance de travailler avec beaucoup de grandes entreprises. Et en fait, et ça fait écho d'ailleurs avec la journée d'aujourd'hui, on voit la difficulté aujourd'hui des jeunes entreprises à pouvoir accéder aux grandes entreprises et réciproquement. Je pense que c'est deux mondes qui sont compliqués, qui ne parlent pas forcément la même langue. Et c'est vrai que sur l'intrapreneuriat, voilà, on parlera et Philippe expliquera ce qui est fait au Groupama, c'est quand même assez rare de voir des initiatives d'entrepreneuriat réussies, après qu'est-ce qu'on appelle réussies, mais qui clairement pour moi dans la réussite créent des entreprises qui volent de leurs propres ailes, voilà, et qui vont ensuite adresser de nouveaux marchés. Et en fait, nous, juste pour le lien avec aussi notre présence aujourd'hui, c'est que c'est vrai, fort d'accompagner plein de petites sociétés, beaucoup on leur a présenté des grosses boîtes, et en fait beaucoup de grosses boîtes nous disaient c'est bien ce que vous faites avec les startups, pourquoi vous n'amènerez pas aussi un peu d'agilité dans vos entreprises, des méthodes qu'il y a dans les startups de le mettre dans les grands groupes. Et puis bon, ça s'est fait naturellement avec Groupama, aussi parce qu'on se connaissait bien, c'est aussi une relation humaine dont on parlera tout à l'heure. Super, merci. Alors avant de passer peut-être la main à Thomas et nous expliquer comment t'en es arrivé là, donc en gros vous travaillez ensemble, Polypousse vous aide sur des méthodologies et puis sur l'accompagnement d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être un petit peu votre collaboration, et puis on va se servir de cet exemple de votre collaboration pour amener un peu une théorisation et quelle bonne méthode on peut appliquer dans une entreprise pour faire de l'intrapreneuriat, et en quoi l'excubation après amène ça. Oui, alors, à l'origine, je suis un développeur informatique. Il y a quelques collègues avec qui j'ai travaillé chez Alcatel. Je travaille chez Groupama depuis 14 ans. J'aimais bien innover, j'aimais bien créer des choses nouvelles, des centres d'appel sans téléphone alors que je travaillais chez Alcatel. Bon, bref, avec quelques petits soucis. Mais un jour, un client m'a embauché, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, suite à une innovation. Et puis, j'ai continué à innover, j'étais tout seul. Je travaillais bien sûr avec des partenaires, des sociétés extérieures. Et puis un beau jour, j'ai fait un projet et c'était plutôt un échec, quoi.
j'avais l'impression que c'était une innovation, et puis en fin de compte, ça a été plutôt rejeté à l'intérieur de l'entreprise. C'était en 2015-2016. Et là, j'ai décidé d'apprendre toutes les méthodes et les principes d'innovation des entrepreneurs. J'étais un développeur informatique, je me suis dit, quand tu développes, tu utilises des méthodes. Pour innover, il y a des méthodes sûrement à apprendre. Et je me suis fixé un objectif, c'est de les retransmettre. Quand vous transmettez, quand vous faites des cours sur un domaine, ça peut être un langage de programmation, ce que vous voulez, vous augmentez vos compétences dans ce domaine. Donc j'étais tout seul, j'ai décidé d'apprendre les méthodes et les principes d'innovation. Lundi prochain, je donne de nouveau un cours dans mon entreprise. Et j'ai commencé par ça, c'est-à-dire me poser la question, comment on crée un produit nouveau, un service nouveau. J'ai rien inventé, c'est des méthodes qu'on peut apprendre à EM Lyon, à l'école, une très belle école à Stanford. Bref, on utilise Design Thinking, première partie, pour aller chercher sur le terrain un vrai problème, donc bottom-up, sur le terrain, on va chercher un vrai problème et on va le résoudre de façon innovante. Et puis, deuxième partie, comment on entreprend. Là aussi, il y a des principes. Tous les entrepreneurs qui réussissent, en fait, ils appliquent des principes qui ont été théorisés par une femme qui s'appelle Sarah Sarasvati à l'université de Dardenne. Et ça, c'est l'effectuation. Pourquoi certains entrepreneurs réussissent, pourquoi les entrepreneurs échouent. En fait, ils appliquent des principes. Et c'est des principes, là encore, que nous aussi, on applique. Troisième partie, comment on va gérer l'équipe dans l'incertitude. Parce que innover, c'est aller chercher un nouveau produit, un nouveau service qui en fait sera rentable dans 3 ans, dans 4 ans. Kodak, ils avaient imaginé l'appareil photo du numérique. Manque de peau, à un moment donné, on aura coupé les investissements dès la première année et Kodak n'existe plus. Donc pour éviter que Groupama devienne le prochain BlackBerry ou le prochain Kodak, il y a des méthodes et des principes à suivre pour créer de nouveaux services. Ces services qui vont accompagner les forces commerciales, j'ai des collègues là sur le terrain, ils sont super fiers de dire nous on vous vend un contrat d'assurance comme un concurrent pourrait potentiellement le vendre. Mais en plus de ça, on a une raison d'être. On sait pourquoi. Ça fait 150 ans qu'on aide des gens. Donc on est engagé pour ça. On a une posture. Et en plus de ça, on veut vous apporter un service innovant, comme par exemple les Fredo. Ou comme un système, je vois ma jeune collègue ExoExpert, là, une belle casquette, la Jiming, là, voilà, qui va apporter un système qui va permettre aux agriculteurs de réduire l'azote sur les parcelles, l'azote c'est ainsi, avec un prix qui a été multiplié par 3. Donc, et là, il y a des principes pour être dans l'incertitude et être capable de décider vite. Des principes d'agilité. Ça aussi, on utilise et on enseigne bien sûr ces méthodes-là. Et enfin, il y a un process. Alors là, on ne l'a pas appris, on l'a testé en ayant des échecs aussi, des projets qui n'ont pas marché. Tout simplement, on s'est dit, tiens, on va adapter notre process, quoi. Et donc, on fait ce qu'on appelle des sprints. On fait 3 sprints de 6 mois. Généralement, c'est des élèves brillants qui sortent d'école. Thomas, un des majors de M Lyon, Jiming, INSA, il y a Flavie aussi, dont l'assistante Prunel, voilà. Ils sont brillants. Et puis grâce à ces méthodes-là, ils sont capables de créer des projets qui seront à valeur ajoutée pour notre propre entreprise. Voilà comment on fait. Et le rapport, mais bien évidemment, on a des partenaires. On ne travaille jamais tout seul, c'est impossible. Donc on a des partenaires qui vont nous aider sur différentes choses. Je sais pas, si on a besoin d'un expert en intelligence artificielle, potentiellement on va avoir la possibilité d'aller le chercher. On a un budget. Là, je voudrais souligner aussi les liens de sponsors à l'intérieur de mon entreprise. Je pense à Régis Longin, là, qui est juste là. C'est notre nouveau directeur financier. Bien évidemment, sans son aide, sans le fait qu'il comprenne qu'on va avoir à faire des pivots, nous, dans une grande entreprise, ça ne marcherait pas. Donc on va quand même dépenser aussi un peu de sous pour arriver à faire ces projets jusqu'à ce que l'entreprise soit créée. On récupère 240 000 € chaque année de crédit impôt recherche. Ces entrepreneurs, quand ils créent leur entreprise, ils vont bénéficier de tous les avantages qu'en France on peut avoir quand on est entrepreneur. Et voilà. Et après ils embauchent. Et du coup, alors c'est hyper intéressant et je pense qu'on reviendra sur plusieurs choses. Comment de cette volonté d'innover et de transmettre des méthodes, on arrive à créer une cellule innovation au sein d'un grand groupe? Comment est né le G-Lab en gros? En fait, il n'y a pas de volonté. En fait, avant j'étais tout seul et c'était super dur, quoi.
Et donc, un beau jour, j'ai commencé à aller récupérer quelques élèves d'un programme d'innovation, un programme conjoint EL Lyon, Centrale Lyon. Puis on a commencé à faire un projet, puis ça a été un échec cuisant. Puis on en a fait un deuxième, puis on a essayé de chercher des élèves brillants aussi à l'INSA, et là ça a marché. Jusqu'à ce qu'il y ait la création de la première start-up, la première spin-off, donc Fredo. Et là, du jour au lendemain, peut-être, je vous propose ça, c'est que on avait les bases, on appliquait ces principes et ces méthodes, c'est des cours qu'on donne. On est même un prestataire de formation à l'innovation. Maintenant, c'est des entreprises qui veulent suivre un cours. Ne vous inquiétez pas, je vous facturerai. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne vous facturera. Et donc, à un moment donné, on se retrouve 21. 21 personnes. Et donc Fredo est issu de cette cellule d'innovation, le G-Lab. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment tu en es arrivé là et comment depuis un module d'intrapreneur t'en as amené à créer ce spin-off? Oui, bien sûr. Pour revenir au commencement, c'est une rencontre avec Philippe au départ, donc une rencontre humaine. En sortie d'école, on se dit pas forcément que Groupama est la porte de sortie pour un stage de fin d'études, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. En toute honnêteté, c'est pas hyper sexy de base, mais après, quand on rencontre les bonnes personnes, finalement, on se rend compte que y a des très belles choses à faire. Donc moi, je rencontre Philippe qui me dit viens chez nous, c'est super. Pourquoi? Et là, mes yeux s'illuminent. Il me dit il y aura un budget pour 6 mois pour développer ton idée que tu présenteras à la fin à la direction. Et en plus, il faut que tu suives éventuellement une ligne directrice qui est notre socle commun. On se met au moins d'accord là-dessus. Que tu résoudes à peu près les 3 zéros de Mohamed Younous, donc 0 pauvreté, 0 chômage et 0 impact carbone. Si tu arrives à faire au moins un de ces 3 objectifs à la fin de ces 6 mois et que ton projet semble viable, désirable et faisable autour de cet objectif, peut-être que tu as des chances de continuer. Donc c'est ce qui a été fait pendant 6 mois. On a développé les prémices de l'idée de Fredo. Fredo au départ, donc, c'est un service de vélo partage entre particuliers, permis à l'aide de cadenas connectés. L'ambition, c'était de faire le drive du vélo. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme où les particuliers peuvent échanger leur voiture. On s'est très vite cassé la gueule, mais ça, c'est un autre sujet, en testant l'idée, pour après rebondir sur une phase un peu plus lointaine où on va équiper aujourd'hui des collectivités et des entreprises avec nos services, ce qui fait du lien notamment avec Groupama, premier assureur des collectivités, pour aller justement proposer la solution auprès des sociétaires ou des élus. Mais pour revenir sur l'histoire, donc à la fin de ce stage-là, nous on suit les 3 phases qui sont maintenant clairement identifiées, qui ne l'étaient pas au départ. Lab, où voilà, on conçoit l'idée, on finance l'idée aussi au départ et on a ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, qu'on peut mettre dans les mains des usagers et qu'on peut tester. Ensuite, on a une phase de boost, où là on a un produit qui est prêt à être passé à l'échelle. On a des parties prenantes qui commencent à s'intéresser au sujet et qui peuvent potentiellement être des clients demain. Et après, on a la phase de launch, où là... il faut se poser la question, il faut créer une entité juridique. Groupama ne peut pas facturer des prestations Fredo parce que ce n'est pas dans l'objet social de mettre en flotte des vélos en libre service. Donc il faut créer une structure. Et là, encore une fois, rien n'est défini. Et je pense que c'est là aussi la force du G-Lab, c'est d'apprendre et d'itérer justement avec ses propres projets, s'appliquer ses propres recettes et après derrière les répliquer, ce que fait aussi Polypus. Donc on s'est dit, on va créer une société. Et après, derrière, on s'est mis autour de la table et on a défini un petit peu pourquoi on crée une société, pourquoi Groupama est actionnaire, pourquoi c'est important aussi qu'ils continuent de nous suivre et quel statut on va prendre, est-ce qu'on sort du statut PME ou pas pour aller chercher éventuellement d'autres aides. Mais c'est un autre sujet, ce qui justifie notamment aussi la prise de part de capital de Groupama. Trop bien. Et donc pour être sûr de bien comprendre, pendant les 6 premiers mois, tu es salarié Groupama, mais dédié au développement d'un projet complètement nouveau. Les 6 premiers mois, je suis stagiaire de Groupama, dédié au développement d'un projet qui ait du sens pour Groupama, pour la cellule innovation et pour les sociétaires. Et après, pendant 18 mois pour ma part, donc après les 6 mois de stage, je suis salarié Groupama en CDD avec un budget associé et effectivement une posture salariale qui est intéressante parce qu'elle est confortable, parce que voilà, elle nous permet aussi de subvenir à nos besoins et de rembourser nos crédits étudiants éventuellement. Mais aussi, on y viendra peut-être pouvoir bénéficier du chômage à la création de la société demain. Donc voilà. C'est un modèle qui est super vertueux pour nous. Ouais, excellent. Et alors l'idée vient d'où? L'idée, c'est toi qui arrives en stage avec cette idée-là ou Groupama t'aide à l'idéation, à la création de cette idée-là? Alors, juste une phase déjà, comment on trouve un produit nouveau ou un service nouveau. Donc, on applique une méthode qui s'appelle Design Thinking. Vous pouvez voir plein de littérature ou de cours sur le web. Donc, première phase, empathie, on va aller s'immerger dans un contexte.
on va aller s'immerger avec des agriculteurs, on va aller s'immerger avec des experts, on va aller s'immerger sur des ronds-points de gilets jaunes, par exemple, pour aller chercher de vrais problèmes que l'on pourrait résoudre. Souvent, malheureusement, les startups, j'ai échangé l'autre jour avec un incubateur, il me disait « Ah, mais Philippe, on n'a qu'une startup sur 10 qui réussit, nous, c'est pas grave, on fait bingo sur la dernière startup. » Mais dès le départ, peut-être, c'est une proposition, parce qu'on n'a quand même pas ce taux d'échec, touchons du bois. C'est peut-être parce qu'on va chercher un vrai problème qu'on va chercher à résoudre. On voyait bien ce matin dans les pitchs, il y a des gens qui sont capables d'expliquer le pourquoi ils ont fait ce projet. Quel est le problème qu'ils vont réellement résoudre? Bon, je donne des pistes pour la session qui vient après. Mais ça change tout là, parce que tout d'un coup, si vous arrivez à résoudre un vrai problème de société de façon innovante, il ne faut pas vous inquiéter, vous gagnerez des sous. Hein, ça c'est super. Donc première phase, on va chercher un problème. Deuxième phase, définition, on va chercher à bien le définir. Troisième phase, l'idéation, on va chercher à résoudre de façon innovante le problème qui a bien été défini. C'est pas le plus compliqué ça, en fait. Trouver une solution innovante permettant de résoudre un problème, c'est pas le plus compliqué. Et après derrière, bien sûr, on va utiliser de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, des drones. Qu'est-ce qu'on utilise encore? Enfin bon, bref. Mais à la limite, là encore, mélanger des technologies, c'est pas le plus compliqué. Et après derrière, surtout on va faire un prototype, on va l'amener sur le terrain qui va permettre de faire parler les utilisateurs. Combien de fois je vois des projets dans des grandes entreprises où les types me disent avec un PowerPoint, en ayant fait un comité de pilotage, on a imaginé une super innovation. Wow, vous n'avez rien fait quoi. Parce que c'est le terrain qui va dire ok, on est prêt à payer ou pas pour ce service-là. Cinquième phase, après ce prototype, on va vérifier si économiquement, ça tient la route, si on peut vendre ce service ou ce produit. Voilà la méthode pour trouver un produit ou un service innovant. Excellent. Et du coup, pour recentrer un peu sur votre collaboration, Bertrand, qui est au bout de la table, toi, tu interviens à quel moment ? Alors, nous, on intervient pendant le programme et je fais un peu écho avec la table ronde de ce matin. En fait, déjà, Philippe a bien expliqué tout ce que faisait Groupama et c'est quand même, je trouve, assez exceptionnel et assez atypique. Parce qu'en plus, ça embarque. Alors, je fais juste une aparté sur ce qui a été dit, c'est que nous, on nous pose souvent la question aussi. En gros, on accompagne maintenant, ça fait depuis 4 ans, on accompagne un peu plus de 50 sociétés et on nous dit toujours, là, c'est lesquelles qui réussissent, c'est quoi les critères de réussite, au-delà de l'aspect financier. Et en final, on regarde que celle qui marche, c'est celle pourquoi il y a un vrai pourquoi et qu'elle résout un vrai problème, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la force. Et du coup, c'est génial aussi de travailler avec des sociétés qui sont dans le GLab parce que du coup, elles ont travaillé ça en amont. Et donc, pour revenir à ta question et pour faire écho à ce que je disais ce matin, c'est que la vision, elle est forcément posée puisque du coup, ça va résoudre un problème. Donc, nous, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on arrive en fait, nous, au moment où, comme l'a dit Thomas, la société va être créée ou en train de l'être. Et après, il y a la vraie vie et l'autre vie qui commence, donc celle du très opérationnel. Et en fait, la vraie difficulté de ces sociétés qui sortent, même de Groupama ou même d'autres incubateurs, c'est pas lié qu'à ça, ça va être la capacité à tout ce qu'ils ont mis en place pendant 6 mois, 18 mois, à l'avoir prouvé sur le terrain, comme tu dis souvent, petit et local, Philippe, comment ça on va l'accélérer, comment on va scaler tout ça et comment on va monter à l'échelle. En fait, nous, on arrive à ce moment-là, à la fois pour faire poser les bonnes questions. Systématiquement, effectivement, quand Groupama investit, le but c'est quand même que l'entreprise réussisse. Donc, qui égale investissement égale aussi recrutement. Recrutement, c'est pas simple. Il faut se structurer. Il faut aussi aider les dirigeants là-dessus. Ce matin, il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit, et je le conseille à toutes les startups. C'est effectivement tout de suite de constituer un board. Ce qui a été le cas de Fredo. D'ailleurs, nous, on a la chance d'être dedans. Là encore, on ne donne pas de leçons du tout, mais d'avoir des avis extérieurs de différentes compétences, qu'elles soient financières, commerciales ou autres, ou juridiques même parfois, ça apporte énormément de choses. Donc nous, on arrive à ce moment-là où effectivement, c'est le moment charnière, celui en fait où tout peut basculer. C'est-à-dire que soit on reste sur petit, local et pas mal, soit on va passer à l'étape d'après. Donc nous, on est sur cette impulsion-là, entre guillemets un peu à la fin du programme. Mais toujours aussi avec l'esprit, Philippe disait qu'il y avait de nouvelles sociétés qui étaient recrutées. C'est pas juste de dire, voilà, il y a une société Fredo, et voilà, non, le but, c'est un peu de s'immerger. On vient souvent au GLab, on rencontre les autres entreprises. Il y a des sociétés ici avec qui on discute depuis déjà plusieurs mois, aussi pour un peu aider et donner un peu la vision. Et moi, je remercie beaucoup Fredo, parce que c'est vrai que c'était un peu les premiers. Donc, c'est pas qu'ils ont essuyé les plâtres, mais ils peuvent aussi apporter beaucoup de témoignages, d'expliquer ce qui peut être fait. Ça fait gagner du temps aux autres aussi. Oui, ça c'est super important. J'ai la chance de pouvoir après leur offrir un espace
à ces startups. Donc les premiers ont défriché et vont aider les autres. Hein. Alors, à moi de faire en sorte que la colle continue de marcher entre les différents projets, des projets de néo-assurance, un projet de cartographie de drones, un projet de largage de phéromones avec des drones, un projet de vélo, un projet de formation à l'innovation. Bon bref, il y a des choses qui peuvent être différentes, mais en fin de compte, pourquoi on fait les choses? Parce que c'est ça. Pourquoi je suis fier de travailler chez Groupama? Je vais vous le dire. Et ça, c'est super important, ça. Si on n'a pas le pourquoi, ça ne sert à rien. Je suis fier de travailler chez Groupama parce que notre entreprise, elle mutualise les risques. On ne vend pas des contrats d'assurance, on aide les gens. Il faut savoir que le développement des pays, des entreprises, des agriculteurs, des personnes, il est lié à deux choses. Un, l'accès au microcrédit. Mohamed Younous, il a bien compris. Hein. Si on ne vous donne jamais 100 €, vous resterez pauvre. Et deux, la mutualisation des risques. Et nous, ça fait plus de 150 ans qu'on mutualise les risques. Il y a le président du Grand Lyon là, qui est là. Et c'est ça, en fait, notre essence. Donc, construire un monde solidaire, pour moi, ça a de la valeur. Et en fin de compte, ça a tellement de valeur, c'est que grâce à ça, ça me permet de recruter des talents. Hein, le pourquoi ça vaudra le coup de faire le projet chez Groupama dans la cellule innovation. Excellent, merci, c'est très clair. Et du coup, pour revenir un peu sur le J-Lab, donc, vous n'êtes pas vraiment un incubateur, vous n'êtes pas un start-up studio. Comment ça fonctionne? C'est quoi la différence exactement? Alors, en fait, j'avais jamais eu l'idée de me dire, bah, tiens, en fait, on est un incubateur. Puis un beau jour, il y a lors d'un nouveau recrutement, il y a un directeur qui est passé me voir et puis il me dit, mais en fait, tu as un incubateur. Non, un incubateur, c'est quelqu'un qui va aller chercher des projets à l'extérieur et puis qui va faire un pari, hein, comme un fonds d'investissement peut le faire sur ce projet. Nous, on va partir du problème. Et c'est des collaborateurs de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Ils ont envie de résoudre ce problème. Ça aurait vraiment du sens. On pourrait gagner des sous en plus de ça. Si on veut que ça marche, il faut gagner des sous. On n'a pas le choix. Il faudra payer des salaires de toute façon. Et donc, on pourrait résoudre ce problème de façon innovante. Et on va commencer comme ça. Et c'est pour ça qu'on va faire ces fameux 3-4 sprints de 6 mois avec des moments où on doit pitcher devant notre directeur financier, on doit pitcher devant notre directeur général, comme les pitchs de tout à l'heure, hein, et dont on doit arriver à convaincre pour voir si on fait le sprint d'après ou pas. C'est arrivé qu'on nous dise, bah non, vous continuez pas. Ouais, très logique et peut-être. J'en profite aussi pour rebondir dessus sur cet aspect, faire du lien avec Polypousse et Groupama, en tout cas pour nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est malgré tout dans un cocon pendant presque 1 an et demi, en suivant toutes ces phases-là, parce qu'on se confronte au terrain, oui, à l'usage, on propose le service à des gens qui ne payent pas. Encore une fois, la structure n'est pas créée. Donc, on perd quand même une certaine réalité. Et nous, quand on passe du statut intrapreneur à entrepreneur, il y a quand même un gap à faire. Je pense que Polypousse aussi apporte de la valeur ajoutée ici, c'est que c'est un gap mental. Je vais donner quelque chose de très imagé, mais on a l'habitude d'aller convaincre une direction, Philippe, pour aller chercher des sous pour faire nos développements et les financer. Et c'est très juste et c'est très vertueux pour nous. Par contre, quand on est sorti, ce mécanisme, il faut qu'on l'oublie, parce que maintenant, les gens qui vont nous payer, c'est nos clients. C'est un peu bête à dire, mais c'est difficile de se mettre aussi, nous, dans cette posture en sortie de ce cocon-là. Et du coup, Polypousse nous accompagne beaucoup là-dedans, en tout cas sur les premières phases de démarrage, quoi. Et du coup, pour compléter un peu là-dessus, sur la différence, on a parlé un peu tout à l'heure sur les pivots que vous avez effectués, etc. Mais entre le Fredo qui intègre Groupama, qui rentre dans le J-Lab, et le Fredo qui sort et qui devient une entreprise, il s'est passé quoi exactement? C'est quoi les grandes étapes? Et vous en êtes où aujourd'hui? Effectivement, ouais, je pense que les grandes étapes, c'est que déjà on s'est confronté au marché quand on l'a créé, mais bien en amont, on s'est confronté à l'usage, ce qui nous a permis d'aller plus vite, effectivement, et aussi avec des moyens. Donc on a eu la chance de créer la société avec une réelle chance, et on en prend conscience, et c'est pour ça aussi qu'on a envie de témoigner de ce modèle qui nous semble vertueux. Première date de création de la société, février 2021, le 15 février, on a un produit qui est commercialisable et qu'on peut vendre tout de suite. D'ailleurs, on a déjà aussi des clients, parce qu'ils attendaient la signature du CAVIS. Donc c'est une vraie chance pour nous. Et pour ça, ça nous permet d'aller assez vite, encore une fois, en termes de temporalité. Là, ça fait 1 an, nous, qu'on a été créé. On a déjà fait 200 000 € de chiffre d'affaires et on a déjà une 30aine de clients. Ce qui nous aurait jamais été possible, rendu possible, si on avait créé la société il y a 3 ans avec nos petits bras et nos moyens. Donc voilà, je pense que c'est un vrai passage à l'échelle. Et après, ce qui change aussi, je pense, et ça c'était une volonté pour nous, de sortir aussi de Groupama, c'est qu'on avait un confort aussi, faut le dire, salarial. Mais je pense qu'on était aligné aussi avec Philippe, c'est pour ça que je pense que c'est humainement quelqu'un et un collaborateur aussi très engagé.
il y a un socle de valeurs qui est très sain et il y a cette non-volonté d'avoir une sorte d'ascension sociale dans l'entreprise pour monter en échelle et peut-être demain devenir directeur général de n'importe quelle entreprise en fait. Il y a vraiment cette chose-là où il se bat pour les projets, il se bat pas pour lui. Et il y a quelque chose qui est partagé, qui est collectif au sein du GLab, c'est que les individus au sein de cette cellule, ils agissent pour les projets. D'où nous la nécessité, on l'a ressenti, de pouvoir sortir le projet de Groupama pour qu'il puisse vivre de ses propres ailes et pour qu'on puisse l'accompagner nous. Mais c'est des projets qui vivent au-dessus de nous. Voilà. Trop bien, merci. Et peut-être Bertrand, tu vas pouvoir m'aider un petit peu sur la suivante, mais comment on fait, parce que c'est très vertueux et on voit que ça fonctionne, mais comment on fait concrètement pour réussir cette bascule dont tu parlais tout à l'heure, d'un projet incubé à un projet excubé qui vit par lui-même et qui fonctionne. C'est-à-dire, c'est quoi ce passage du petit et local, tu disais tout à l'heure, à plus? C'est quoi les conditions de la réussite? Alors donne pas tous tes secrets évidemment, parce que sinon... Non, puis alors, c'est eux qui réussissent, c'est pas nous. Non, mais après nous c'est d'appliquer un peu les recettes qui viennent au-dessus du terrain qu'on fait avec toutes les entreprises, celles qui sont Groupama et les autres. En fait, il y a 6 piliers qui reviennent à chaque fois. Donc c'est la stratégie, le commerce, le marketing, le financement, voilà, le RH et l'international. Enfin, tous ces 6 piliers, c'est des choses qu'on adresse. Et en fait, avec les entreprises, on les adresse à un moment ou à un autre dans l'accompagnement, dans la durée. C'est pas tout en même temps. Voilà. Et nous, on a une façon de travailler. Et c'est là aussi, je pense qu'il y a des similitudes avec la façon dont Philippe travaille et met un peu les entreprises dans le moule. En fait, c'est vraiment par itération. Donc pour réussir, c'est pas essayer de tout faire, d'aller de partout, c'est de se concentrer d'abord sur les priorités. Les priorités, elles sont à la fois temporelles. Voilà, dans les 6 piliers que j'ai donnés, on ne fait pas les 6 en même temps. On va prendre 1, 2, en fonction de la volonté, de la maturité aussi de la solution. Toutes les solutions qui sortent de Groupama ne sont pas forcément matures de la même manière. Elles n'ont pas les mêmes marchés. Donc il y a toujours un sujet déjà immédiat sur la segmentation, sur le marketing associé, les propositions de valeur associées. Donc ça, c'est des choses très concrètes sur lesquelles on travaille avec nos équipes. On le fait encore aujourd'hui avec Fredo. Ça va être aussi la prise de recul. Donc ça, c'est ce que je disais, le côté stratégique. On ne donne pas de leçons, mais le côté effet miroir, challenge, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est à eux d'aller sur le terrain, c'est à eux de voler de leurs propres ailes. Mais c'est valable aussi pour des boîtes qui sont un peu plus anciennes. C'est bien aussi de se faire challenger, c'est bien de se faire rassurer. Il y a toujours la notion de la solitude du dirigeant. Tout le monde la connaît. Encore plus quand on est une jeune entreprise, parce que nous, on essaie aussi d'apporter cette seniorité. Donc ça, c'est un des gaps qu'on apporte. Après, ça va être le financement, parce que Groupama, effectivement, comme ça a été dit, investit dans certaines entreprises. Voilà, mais Groupama, c'est aussi pas forcément ad vitam, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'étape d'après, et ça se prépare, en fait, tout se prépare à l'avance. Et donc, quand on parle, et c'est un des sujets de Fredo en réflexion, c'est comme on se dit, ok, ça fait quoi le coup d'après? Ok, j'ai pris des commandes, j'ai des référents, je commence à avoir de nouveaux partenaires, mais à un moment, peut-être il y aura un nouveau financement, peut-être de Groupama ou d'un autre, comment on les accompagne et on travaille là-dessus. Voilà. Donc, c'est des exemples très concrets sur ces 3 sujets qu'on fait. C'est aussi l'ouverture du réseau. Parce que nous, l'objectif, et c'est pour ça que je suis ravi aussi de cette journée aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de connexions réseau, et c'est de faire aussi rencontrer les gens de notre écosystème. Pas plus tard qu'hier, on a organisé une session de travail avec 6 entreprises qui ont comme cible les collectivités locales, une de Nantes et 5 de la région, dont une que connaît bien Fredo, puisque c'est e-bike avec qui il travaille. Voilà, c'est créer de la synergie, apporter ça. Donc ça, c'est des choses concrètes qu'on apporte. C'est en fait ouvrir les chakras, sortir du cocon, comme ça a été dit, tout en y restant, c'est-à-dire c'est pas renier ça, et pour que ça, et pour ça accélère. Trop bien. La plongée dans le grand bain, la sortie du cocon, ça va? Ça se passe bien? Ça va bien, oui. Non, ça se passe super bien, et encore une fois, c'est toujours bien de métaphoriser tout ça. On aime bien aussi cette image du poisson au Polypus. Polypus nous apprend à pêcher. On arrête d'être gavé, gavé, non, c'est pas le mot, mais d'être demandeur. Maintenant on pêche et on se nourrit nous-mêmes, et c'est bien parce qu'on est amené à grossir, à devenir, on l'espère, un gros poisson. Voilà. Trop bien. Philippe, les relations encore que vous avez aujourd'hui avec Polypus, ça se traduit comment concrètement? Vous travaillez encore ensemble? Vous êtes au capital? À partir du moment où la société elle va prendre son envol, après derrière, c'est eux qui vont prendre la décision. Mais nous, à partir du moment où on a un pourcentage du capital dans cette entreprise, notre objectif, c'est que cette entreprise, elle réussisse. Ça aura plein d'impacts positifs sur nos forces commerciales, ça aura plein d'impacts positifs aussi, en fin de compte, un intérêt capitalistique. Régis, il a l'habitude de faire ça. Donc voilà. Et puis en plus de ça, réellement, on change le monde. Pourquoi on change le monde? Avoir un impact positif sur les mobilités. Franchement, ces temps-ci, tout le monde parle de vélo.
Réduire l'azote. L'azote a été multiplié par 3 suite aux problèmes en Ukraine. Hein, c'est-à-dire les engrais que les agriculteurs vont mettre, les charges explosent. Il y a un suicide par jour d'agriculteurs. Il y a 150 ans, Groupama a été créé par des agriculteurs. Encore au conseil d'administration de Groupama, une bonne partie sont des agriculteurs. Ça a vraiment du sens, quoi. Réduire les pesticides, mais tout le monde en parle de réduire les pesticides sur les parcelles. Pourquoi ? Un impact négatif sur le produit. 2, un impact positif sur celui qui passe les pesticides. 3, sur les sols. 4, sur ce qu'on appelle l'agribashing, les citadins qui ont construit des maisons autour de ces parcelles. Et nous, on assure à la fois les citadins et on assure aussi les agriculteurs. Donc, c'est vraiment des projets à impact. Et il ne faut pas s'inquiéter, à chaque fois je dis ça, si on résout un vrai problème, on gagnera des sous. Ça, c'est vraiment ce qui nous guide. Ça, c'est 2 points communs à tous les projets que vous avez au GLAB ? Non, je vais continuer. Prunel, un super projet. Là, vous avez Flavie, n'hésitez pas à discuter avec elle. Jiming, avec ZooExpert, vous avez vu la belle casquette. Fredo, alors les agribuilders, je ne sais pas s'ils sont dans la séance. Et puis, malheureusement, pas la G-School, c'est un nouveau projet. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en train de vendre des prestations dans notre espace de créativité. Mais ce qui nous relie, c'est une posture, transformer notre écosystème par l'innovation pour un monde durable. Pour un monde durable, c'est un monde solidaire. Et Groupama, notre action, c'est faire un monde solidaire. Donc je peux vous assurer que c'est vraiment ça qui nous guide. Et c'est ça qui fait... ça fait plusieurs choses. 1, on règle un vrai problème. 2, par rapport à la présentation de ce matin, vous savez, on a parlé de décentralisation, comment avoir des équipes plus agiles et tout ça. Mais déjà, il faut avoir la même croyance. Donc, si un jour vous venez à mon cours, je vous parlerai de comment fonctionnent les forces spéciales américaines, et mais aussi, malheureusement, les terroristes d'Al-Qaïda. 1, la confiance. Ce matin, ça a été évoqué. 2, développer une même croyance. 3, la conscience partagée. Les problèmes de Thomas sont mes problèmes sont les problèmes de Thomas. Et 4, la décentralisation. Celui qui met en œuvre, c'est celui qui décide. Celui qui décide, c'est celui qui met en œuvre. Bon, c'est 4 principes qu'il faut appliquer dans les entreprises, que les startups appliquent, que les forces spéciales aussi appliquent. Voilà, et c'est ça qui nous guide. Et avoir surtout une même croyance. Pour avoir une même croyance, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Trop bien, merci. Alors avant d'accueillir vos questions, on va bientôt basculer dans la dernière phase de cette table ronde. Moi, il y a un truc que je trouve génial parce que le projet il est hyper vertueux, on comprend bien comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas si simple que ça. Sinon tout le monde le ferait. C'est quoi les grandes difficultés qu'on rencontre ? Elles sont très simples. Tant que j'ai pas compris ces difficultés, c'était beaucoup de souffrance dans mon entreprise. Et puis un beau jour, j'ai échangé avec un type qui m'a beaucoup aidé, il s'appelle Philippe Zilbarzan. Abonnez-vous à son blog, il publie un article pratiquement tous les jours. C'est un auteur qui est très connu, il a écrit énormément de livres. J'ai eu la chance de participer à l'écriture d'un livre avec lui. En fait, chaque entreprise devrait avoir 3 horizons pour éviter d'être le prochain Kodak et le prochain BlackBerry. Premier horizon, les activités établies, 70% des ressources à consacrer. Ça s'appelle l'horizon numéro 1. Il faut vendre pour arriver à payer les salaires. Ça paraît évident, mais j'ai des collègues qui me disent on va innover. Ben, il faut, heureusement qu'on a des forces commerciales, ils sont derrière, qui arrivent à vendre des produits, du service. Dans le cas contraire, ils n'arrivent pas à payer mon salaire. Donc, premièrement, premier horizon. Deuxième horizon, c'est l'innovation incrémentale. Il faut optimiser les process. Je voyais Voxybot, là, je suis un ingénieur télécom, donc voilà. C'est l'horizon des centres d'appel, de l'informatique. Grosso modo, il faut y consacrer 20%. Et ça, toutes les entreprises sont ça. Vendre et puis optimiser. Le problème, c'est qu'il faut être capable aussi d'avoir un 3e horizon, ce qu'on appelle plutôt l'océan bleu. Là, il faut y consacrer 10% de ressources, où là, on va créer des produits qui seront rentables dans 3 ou 4 ans. C'est l'appareil photo numérique de Kodak en 75. Et là, il faut être capable de se dire, là, on aura beaucoup plus d'échecs. On est prêt à mettre des sous. Peut-être qu'on aura un système de vélo, ça marchera ou ça marchera pas. Peut-être qu'on aura un système de drone qui fera en sorte de réduire l'azote. Peut-être qu'on aura un système qui évitera les pesticides. Enfin bref. Et là, c'est plutôt l'océan bleu où malheureusement le retour sur investissement, il n'est pas en une année. Et si on n'a pas la confiance du directeur financier,
vous avez cet océan bleu, il n'existe pas. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, pour les startups, c'est assez simple parce qu'elles vivotent pendant 3-4 ans dans cet océan bleu. Dans une grande entreprise, c'est plutôt le court terme qui va être intéressant. On va vous dire, bon, Philippe, est-ce que ton innovation a augmenté le nombre de contrats vendus vendredi, de contrats auto? Donc, si vous n'avez pas des gars visionnaires qui vous disent, OK, Philippe, on sait que tu travailles pour 2 ou 3 ans avec des projets qui auront un impact pour nos forces commerciales en 3-4 ans, ça passe pas, quoi. Et donc, vous avez des souffrances. Est-ce que je suis assez clair? J'ai l'impression que c'est clair. Ça va? C'est captivant. En vrai, l'étape qui m'intéresse, c'est comment on fait pour aller convaincre un directeur financier ou une direction globale dans un grand groupe pour leur dire innover, ça va nous aider. Alors, c'est là où c'est un peu difficile, c'est que si vous avez un directeur financier comme Régis, lui, il a l'habitude des startups, hein, il a l'habitude de comment elles fonctionnent. Elles vont faire des pivots. Non, mais juste le fait de se dire que vous travaillez sur un projet et que la réalité du terrain, vous avez vendu au directeur général un drone bleu 6 hélices, il va être fabriqué à Mâcon. Et qu'en fin de compte, au bout de 4 mois, vous achetez un drone chinois, il est blanc, il a 4 hélices, et vous continuez le projet, et vous avez pris la décision vous-même dans la nuit, parce qu'en fin de compte, fabriquer un drone, ça vous coûterait 3 fois plus cher. Voilà, cette agilité, dans beaucoup dans de grandes entreprises, hein, vous devez passer par un comité de pilotage, vous avez 50% des types qui sont dans la salle, sont super éloignés du projet, voilà, et donc, potentiellement, vous allez prendre une mauvaise décision. C'est la dualité. C'est pas celle de la dualité de groupe 1 parce que j'ai plutôt beaucoup de chance. Pourquoi? Parce qu'on est un groupe mutualiste. Ça change tout, ça. Mais quand j'échange avec des collègues qui sont chez, je sais pas moi, Vika, Boehringer Ingelheim, Engie, là, prochainement, dans les grands groupes, potentiellement, vous allez avoir des difficultés pour mettre en place ce type de programme. Et la recette, on est prêt à la donner, hein, cette recette. On explique la recette, on vend, ne vous inquiétez pas, encore une fois, je vous facturerai pour vous expliquer cette recette. Et en plus de ça, on explique la recette et en même temps, on fait goûter les plats. On montre les startups. Et ça change tout par rapport à un consultant à innovation qui va vous expliquer comment il faut faire, mais il ne sait jamais appliquer la recette à lui-même. Un petit aperçu de la recette comme ça, là, pour nous mettre l'eau à la bouche? Alors, la recette, design thinking, effectuation, les 5 principes des entrepreneurs. 1, commencer avec son réseau. Aujourd'hui, on est en train de faire le réseau. 2, la perte acceptable. Même si j'ai 50 000 euros à dépenser dans un projet, dans un premier temps, je vais dépenser juste 3 000 euros, juste pour tester quelque chose. 3e principe, le patchwork fou. Il y a de belles entreprises ici. La prochaine innovation, potentiellement, j'ai commencé à remplir mon carnet d'adresse. Je la ferai avec certains d'entre vous. Et c'est pas gênant de faire un projet ExoExpert et d'avoir comme partenaire Laurent de la Clergerie, LDLC. C'est possible même si je suis chez Groupama. Donc le patchwork fou. 4, je tirerai parti des surprises. Ça s'appelle la limonade. Si des citrons te tombent sur la tête, tu fabriqueras la limonade. Ça veut dire qu'un entrepreneur, un chef de projet qui veut entreprendre, obligatoirement, il aura des surprises négatives. C'est-à-dire que le type qui vous dit dans une grande entreprise, moi les projets, je réussis tous, ça arrive dans 2 cas. 1, il ment. 2, il croit faire des projets, il ne fait jamais de projet. Ça, c'est vraiment important. Donc, on aura des surprises négatives. Il faut accepter ça et on en tirera profit. Et puis, 5, le dernier principe établi par Sarah Sarasvati, ça ne sert à rien de faire des prévisions dans 3 ans, où sera ma start-up, où sera dans Groupama dans 3 ans. On s'en fout. Nous, c'est dès maintenant, le pilote dans l'avion, on change le monde. Et on le fait maintenant. On ne fait pas de prévisions. Excellent, merci. Est-ce que à ce stade de la table ronde, on a des questions? Est-ce que vous avez bien pris des notes? Parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait là. Pas tout de suite? Pas encore? Peut-être Bertrand, tu peux nous éclairer un peu sur la suite de votre partenariat, comment ça évolue? Il va continuer à bosser avec Philippe parce que c'est génial. On se nourrit tous les jours. Non, plus sérieusement, il y a, comme il l'a dit, il y a plein d'autres projets qui sont en train d'émerger. Donc ça, c'est la suite immédiate. Et puis aussi d'assurer cette courroie de transmission aussi entre ces entreprises qui sont sorties comme Fredo et les autres. Parce que c'est vrai que après, ils sont aussi pris par leur nouveau quotidien. Et c'est bien aussi qu'ils prennent le temps de partager. Voilà, donc on
On échangeait d'ailleurs avec Prunel la dernière fois là-dessus. Voilà, c'est aussi qui donnent un peu de leur temps. Moi, je pense que ça fait partie du truc, mais c'est important. Moi, je crois beaucoup quand même aux notions de mentoring. Et il n'y a rien de mieux qu'une entreprise qui est sortie pour expliquer aux autres ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc ça, c'est un des points sur lesquels, en tout cas, on tire l'attention, on essaie de travailler. Et puis après, il y a un autre sujet. Alors, c'est plus aussi avec les équipes commerciales. Voilà, on a la chance, effectivement, de beaucoup travailler aussi avec Grégor, là, et donc l'équipe commerciale. Sur moi, ce qui me plaît sur Groupama, bon, Philippe l'a dit, puis moi je suis pas du tout salarié Groupama, même si je pense que je serais capable de vendre de l'assurance Groupama maintenant, mais c'est vraiment cette notion d'assurer autrement, voilà. Et en fait, cet impact, je dis souvent à Philippe, en fait, parce que quand vous êtes dans l'entreprise, vous en parlez au quotidien, mais ça commence à se savoir. Je pense que ça se ressent. Et en fait, dans les tests un petit peu qu'on a fait en parallèle là, de la innovation, l'idée, effectivement, notamment avec Grégor, c'était de se dire, bah voilà, dans les assurés de Groupama, voilà, il y a plein d'entreprises qui sont potentiellement des entreprises pour lesquelles Polypousse pourrait apporter quelque chose. Voilà, donc des entreprises qui sont en croissance, techno ou pas. Et en fait, l'idée qu'on a eue, et je trouve ça plutôt sympa, c'est toujours dans cette approche de vendre autrement, c'est de faire un test avec un ou deux commerciaux. Voilà. Et puis Groupama, comme toutes les sociétés, le but c'est pas simplement de vendre de l'assurance qui peut être vite comparé aux autres pour le prix. C'est quelle histoire on va raconter. En fait, un commercial de Groupama, c'est comme un entrepreneur. Quelle histoire il va raconter. Donc il y a toutes celles qui sortent évidemment du G-Lab, mais pas que. Et en fait, l'idée là, on a fait un test là-dessus en disant, bah voilà, nous on connaît dans notre écosystème une boîte qui s'appelle Polypousse, qui accompagne les entreprises, soit à passer à l'échelle ou à accélérer. Est-ce que vous avez intérêt de les rencontrer? Donc on a fait un test de manière très concrète avec une société qu'on a accompagnée ponctuellement sur un sujet très intéressant. Et là encore, c'est pas ça forcément qui va faire exploser le nombre de ventes de Groupama, mais ça permet peut-être de sécuriser voilà, des positions, d'apporter une expertise différente. Et voilà, donc ça j'espère c'est ce qu'on va continuer à faire. Et c'est dans la logique de tout ce qui a été fait avec le G-Lab. Trop bien. Et avant de te passer la main, Thomas, pour que tu puisses un peu corroborer tout ça, juste Philippe, il vous est arrivé de ne pas sortir des projets, c'est-à-dire de les tester pendant 6 mois et à la fin de dire... Oui, c'est arrivé 2 fois. Bon, à chaque fois, on a mis en ce qu'on appelle des contre-mesures derrière. Bon, c'est terrible, hein, vous rentrez chez vous, vous êtes effondré, quoi. La première fois, c'était au bout du premier sprint. Le projet était vraiment excellent, quoi. Et bon, on n'avait pas sécurisé le contrat de stage avec les stagiaires. Donc évidemment, les stagiaires maintenant, chaque fois qu'ils rentrent dans le G-Lab, ils signent un contrat dans lequel tout ce qu'ils vont créer dans la cellule innovation sera de la propriété de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Ça, c'est super important, jusqu'à ce qu'ils sortent. Et là, on leur fait un don de ce qui a été créé pour 1 euro. Hein. Alors, ça évite que ces stagiaires, potentiellement, se montent la tête et qu'à un moment donné, ils demandent plus qu'ils devraient demander. Donc, c'est plutôt un don qui est fait à la fin de ces différents sprints. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et le deuxième échec que j'ai eu, c'était aussi un super projet. Là, c'est pareil, je suis rentré, j'étais démonté. C'était au bout du deuxième sprint. Alors, on fait un sprint de façon assez autonome. On applique les principes des forces spéciales, hein, vous avez compris, donc on avance, on a des sous, un peu comme dans un sous-marin, quoi. Et tout d'un coup, on fait surface au bout de 6 mois, et là, on fait des présentations. On fait des présentations à la direction. Et c'est pas parce que vous arrivez à convaincre le directeur général que ça suffit. Hein, c'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez avoir des gens autour qui n'ont pas compris pourquoi vous allez faire ce projet et tout ça. Et là, ça a été un deuxième échec. Et donc maintenant, on fait le sous-marin avance. Mais de temps en temps, on informe des membres de la direction générale, voilà, on va aller sûrement découvrir cette nouvelle innovation. Voilà. Et donc on a appelé ça fabriquer le oui. Donc, pendant le sprint, on fabrique le oui, on informe les différents décideurs, en sachant que le directeur général, c'est un directeur comme l'autre. Voilà les deux tuyaux que je donne si vous voulez faire la même chose que nous dans une grande entreprise. Alors, la suite, on est la seule cellule innovation dans le groupe, mais on est regardé par d'autres Groupama, hein, c'est un groupe mutualiste, une dizaine de caisses. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, on est là pour le moment la seule cellule innovation, mais j'ai d'autres collègues à Bretagne, dans d'autres régions, qui voient sortir des projets. Ces projets, ça les intéresse, ça intéresse aussi les forces commerciales de ces autres caisses. Et en fin de compte, qui me disent, tiens, Philippe, on aimerait bien copier ce que tu fais. Je dis, allez hop, venez, vous inquiétez pas. Et à la limite, ils vont nous challenger. De nouveau, il faut beaucoup d'humilité dans l'innovation. Je ne dis pas que c'est la seule recette qui permet d'innover dans une entreprise.
je dis que c'est une recette qui fonctionne. Il y en a sûrement d'autres. Et à mes collègues des autres entités de Groupama de nous challenger. Mais peut-être qu'on aura une version d'avance aussi. Trop bien, merci. Thomas, je te laisse la chance de conclure cette table ronde et résumer un petit peu les grandes clés de la réussite d'un parcours intrapreneurial puis d'excubation. Tâche difficile. Non, avec tout ce qui s'est dit, moi je pense qu'en ligne de fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on est là pour témoigner, je crois, tous, de ce qui a été fait. Et du coup, ce qu'on pourrait retenir, c'est faire, quoi. Parce que ça nous a permis d'avancer, de nourrir nos réflexions, de nourrir les projets, de constituer un écosystème qui, après, derrière, est viable également. Et puis pour nous, au titre du projet, d'avoir quelque chose aussi de viable sur du long terme. Donc je pense que voilà, tout ça participe à la réussite des projets, qu'ils soient une cellule innovation, que ce soit aussi un projet en tant que tel, en tant que quantité, que ce soit aussi un projet porté en interne. En fait, je pense qu'il y a vraiment différentes formes. Aujourd'hui, on a créé une spin-off, mais peut-être que demain, il y aura un nouveau service chez Groupama. C'est pas grave. Peut-être qu'il y aura une filiale détenue à 100% par Groupama aussi. Donc, il y a vraiment différentes formes et l'objectif, c'est de le tester. Et en tout cas, pour nous, ça a fonctionné. Donc, merci déjà à tous les deux pour votre confiance. Et le mot de la fin sur le fond, c'est aussi la croyance. Et je pense qu'on peut remettre encore une couche dessus, mais c'est clé. En tout cas, on y croit tous ensemble que voilà, ce qu'on fait, ça change le monde. En tout cas, ça y participe. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que demain, on essaiera nous-mêmes de transcender les prochaines équipes pour qu'elles puissent appliquer les mêmes choses qu'on fait. Et puis, éventuellement, voilà, le répliquer à d'autres échelles. Super, merci. On peut les applaudir une bonne fois. Et je vois une question. Donc pareil que tout à l'heure, je me permettrai de la répéter tant bien que mal, et puis pour la captation, et puis après ils pourront répondre. Quelle a été ta plus grande peur du coup au moment de la bascule entre l'intrapreneuriat et l'excubation? Je pense qu'on se satisfait d'un confort salarial quand on est salarié, évidemment, avec des conditions de vie qui sont intéressantes, des capacités éventuellement de construire une vie telle qu'on nous la projette, un emprunt pour acheter un appartement demain, faire des enfants, etc. Donc il y a une lignée de vie qui est peut-être déjà tracée. Je pense que c'est ça, en fait, le passage à l'échelle où on se dit, bon, bah, si je me lance dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, pendant un moment, ça va être difficile de revenir sur ces mêmes conditions. Donc c'est d'abord une condition personnelle. C'est ça qui m'a fait peur, donc du coup c'est une peur qui est très égoïste entre guillemets parce que voilà, ça correspond à ma vie et il fallait que j'aille plus loin et je pense que c'est ça qui m'a fait faire le pas, c'est que je me suis dépassé, encore une fois le projet me dépassait et je me suis dit que j'allais me battre pour ce projet là, donc ça m'a transcendé entre guillemets et c'est ça qui m'a permis de faire le pas. Mais je pense que voilà, la peur elle est avant tout individuelle et quand elle est transformée à l'échelle d'un projet pour le collectif, on arrive très vite à se prendre les tripes dans ce projet-là et on avance, quoi.